Bon après-midi à tous. D'où on va aujourd'hui attaquer ce 5e cours, et dans lequel on va finalement passer de l'espace trois-dimensionnel qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur les particules sphériques et les particules à différentes formes, aux structures couches minces, c'est-à-dire aux structures de 2 dimensions. Alors on a déjà, je dirais, parlé de ce genre de revêtement, puisqu'on a vu dans le cas du procédé sol-gel, en évoluant soit à l'état liquide, eh bien, la possibilité de faire des dépôts de solutions chimiques, où on avait vu différents procédés, comme vous avez directement ici un dépôt de procédé avec une plaque où vous retirez du liquide. On avait vu par le spray et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au dépôt à l'état gazeux, c'est-à-dire avec des techniques qu'on appelle les techniques CVD, PVD, pour dépôt physique en phase de vapeur ou dépôt chimique en phase de vapeur. Et on va voir finalement pourquoi on fait cela et quelle est la finalité. Alors pourquoi on va travailler sur les couches minces? Eh bien, on peut voir ici qu'on peut faire cela pour différentes applications. Applications qu'on a au niveau, par exemple, de la microélectronique, au niveau des vitrages, et le conférencier qui va suivre aujourd'hui vous montrera finalement ce qu'on peut faire avec toutes ces couches, et également au niveau du photovoltaïque et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'aspect, je dirais, applicatif, qui va vous montrer finalement que c'est un domaine, je dirais, dont l'industrie bénéficie fortement aujourd'hui. Maintenant, il y a également la question qu'on peut se poser, pourquoi faire des couches minces d'un aspect fondamental? Et sur l'aspect fondamental, je dirais, ça va te permettre de donner ou d'injecter à certains matériaux de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctionnalités. On va voir ce que c'est, ce qu'on fait cela, par des, je dirais, des hétérostructures, voire des super réseaux. Et également, on va pouvoir faire de l'ingénierie de l'interface pour comprendre des mécanismes, notamment des mécanismes de diffusion, de nucléation et de croissance. Et bien sûr, on va pouvoir utiliser ces couches minces pour préparer de nouvelles phases. Car, rappelez-vous, en chimie inorganique, le tout est contrôlé par la diffusion. Et il va falloir augmenter cette diffusion. Jusqu'à maintenant, comme on a vu dans le cours, par les méthodes céramiques et ainsi de suite, eh bien, on était limité par cette diffusion. Eh bien, si j'écris la diffusion ici, vous voyez qu'en ce cas, vous avez les termes D égale D0 exponentielle moins 2 sur RT. Lorsqu'on travaille la méthode céramique, eh bien, on va augmenter les températures pour augmenter cette vitesse de diffusion. On va pouvoir également faire des synthèses, comme on a vu, dans les flux, pour dans ce cas, eh bien, on va tout simplement diminuer l'activation énergie. On va pouvoir jouer avec le nombre de lacunes, le nombre de défauts. Et, bien sûr, lorsqu'on va passer aux couches minces, eh bien, dans ce cas, on va décroître considérablement les distances entre les atomes et on va augmenter la diffusion. Et je voudrais vous montrer un peu en quoi, finalement, cet aspect couches minces peut, même en tant que chimiste du solide, peut être très intéressante pour stabiliser, synthétiser de nouvelles phases. Et pour ce faire, je vais reprendre des diagrammes, je dirais, binaires. Vous avez ici, je prends le diagramme thermodynamique du fer de silicium. Et vous voyez qu'en ce diagramme, vous avez, je dirais, une multitude de phases. Bien, ce diagramme vous montre ce qui est stable, mais ne vous dit pas comment le stabiliser. C'est-à-dire qu'on va voir comment, par des couches minces, on peut avoir accès à certaines phases que thermodynamiquement, vous n'avez pas accès. Donc si je prends par exemple le cas d'une réaction entre silicium et fer, si je peux faire une jonction, comme indiqué ici, vous êtes à température de 850 degrés, et voilà toutes les phases que je retrouve. Et effectivement, à haute température, je vais retrouver toutes les phases que j'ai dans mon diagramme binaire. Cependant, eh bien, ces réactions, elles sont limitées par la diffusion. Et lorsque je fais ça, je n'ai aucune information sur le mécanisme réactionnel qui va me permettre d'obtenir ces phases. Et bien sûr aussi, vous voyez que si je veux faire une phase ternaire, et si j'ai une phase binaire qui est plus stable que cette phase ternaire, eh bien, il sera fort difficile de la faire. Alors bien sûr, ça, on peut l'utiliser. Et avant qu'on ait les couches minces, bien, des scientifiques ont fait cela. Et vous avez ici tout simplement l'empilement de 3 feuilles d'or, d'étain et de nickel. Et si vous montez cela en température, bien, vous apercevez qu'on peut prendre directement une photo et on s'aperçoit finalement la diffusion qui s'est passée et les phases qui se forment comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, on a pu stabiliser un ternaire à partir de certaines phases binaires qui étaient moins stables thermodynamiquement. D'où ça donne déjà cet aspect couche mince, je dirais à la grosse échelle, une vision de ce que l'on peut faire au niveau des phases intermédiaires. Alors maintenant, on va
passer à l'échelle, je dirais, des couches minces, et on va réétudier ce système fer-silicium. Vous voyez qu'en ce cas, maintenant, je suis en train directement d'avoir des dépôts, je vous montrerai à la fin de ce cours comment on fait ces dépôts, de, je dirais, 50 nanomètres de silicium et de fer. Maintenant, je fais ces dépôts, 250 degrés, au lieu de 800 degrés auparavant, quelques minutes, et vous voyez que je forme dans ce cas la phase FSI. Alors chaque fois que vous faites des couches minces, pour sûr, vous allez directement avoir la phase congruente FSI. Ensuite, si je regarde maintenant ce qui se passe, eh bien, je fais des manips de diffusion, et vous apercevez que si je suis limité en fer, voilà directement les différentes réactions dans lesquelles je vais. C'est-à-dire que là, dans ce cas, vous voyez, j'ai des couples de diffusion, et je m'aperçois que je vais directement passer par la phase FSI2, et ainsi de suite. Si maintenant je suis limité en silicium, j'ai une autre séquence de réactions, mais vous voyez que cette séquence de réactions, elle est différente de celle du haut. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on passe à l'échelle de couche mince, eh bien, on a des systèmes qui ne sont plus limités en termes de diffusion, mais ça va être la nucléation qui va être l'étape limitante. Alors cela, eh bien, on peut le voir sur le prochain transparent, où ici, eh bien, je prends directement, toujours pareil, vous prenez en ce cas un mélange fer-silicium, dans le rapport indiqué ici, eh bien, vous voyez qu'à 350 degrés, en quelques minutes, j'ai un amorphe. Et je prends cet amorphe, et à 475 degrés, j'ai le composé Fe5 SiO3. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est un composé que vous n'avez jamais pu obtenir par les méthodes céramiques, les méthodes classiques, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir stabiliser cette phase, qui va être une phase qui va être cinétiquement stable, mais que vous n'aurez pas accès de façon thermodynamique. Okay? Car rappelez-vous, une phase métastable est une phase qui est stable cinétiquement, mais non pas thermodynamiquement. Et vous apercevez ici le diagramme de diffraction X vous montrant la formation de cette phase. Alors, on peut aller et utiliser cela et aller plus loin. Et si je prends maintenant un autre système, je vais prendre par exemple le système fer-antimoine. Je vais préparer cet amorphe, je vais préparer cette composition, okay, et j'ai un amorphe FeS4b de composition. Maintenant, si vous regardez votre diagramme binaire, eh bien, qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'avec cette composition, vous devriez avoir FeSb2 plus Sb. Vous faites l'expérience et vous apercevez qu'effectivement, si j'ai une épaisseur de mes couches qui est relativement large, quand je dis large, c'est relatif, puisque je parle dans ce cas de 50 nanomètres, je vais effectivement avoir la phase FeSb2. Par contre, si maintenant je réduis l'épaisseur, eh bien je m'aperçois que 20 nanomètres, j'ai la phase FeSb3. Bien là aussi, et vous pouvez voir ici la nucléation, vous avez directement le diagramme de diffraction électron rétrodiffusé, vous voyez directement cette phase FeSb3 qui pousse. Okay, et dans ce cas, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, c'est un composé qui n'existe pas sur le diagramme binaire. Et là, une fois de plus, ça vous montre, je dirais, une autre route pour préparer de nouvelles phases, c'est-à-dire, on va passer via l'intermédiaire, qui est une phase amorphe, et ce n'est qu'à partir de cette phase amorphe que je vais pouvoir nucléer cette phase binaire, ternaire, cristallisée. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, cela vous montre finalement qu'avec les couches minces, eh bien, je dirais, on a toute une opportunité de préparer de nouveaux matériaux. Et je vous montre ici, finalement, ces différentes montagnes dans lesquelles vous avez les aspects thermodynamiques. Et vous voyez qu'il y a ce genre de vallées, tout ça. Mais dans toutes ces vallées, vous avez des phases qui sont stables cinétiquement. La question, c'est comment on va pouvoir obtenir ces phases cinétiquement. Et cela, ça mène à montrer qu'il y a finalement une multitude de composés qui n'ont pas encore été découverts. Alors la question, à partir de cela, comment on peut regarder ces composés et comment synthétiser de nouvelles phases? Bien là, je vais faire finalement une analogie avec la chimie organique, où finalement, il ne faudrait peut-être pas regarder à la structure, qui est constituée de 10 puissance 23 atomes, mais regarder finalement la configuration autour des éléments bien spécifiques. Et si vous prenez en chimie organique, vous avez un composé ici, eh bien, regardez toutes les différentes formes qu'il peut prendre. Ça veut dire que dans ce cas, eh bien, c'est l'aspect cinétique qui va finalement conduire à ces nouveaux composés, dans lesquels finalement, on a tout simplement déterminé quelle va être la coordination du carbone, ou c'est l'oxygène, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on va raisonner à l'échelle locale, plutôt qu'à l'échelle du matériau qui contient ce grand nombre de molécules, ou ce grand nombre d'atomes. D'où la question maintenant, c'est, faisons ça, et est-ce qu'on peut appliquer cela en chimie inorganique? Eh bien, ça veut dire que dans ce cas, est-ce que je peux, finalement, prendre maintenant
deux matériaux A et B et faire des intercroissances pour préparer des composés AMBN. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ce cas des structures que j'appellerai des structures entrelacées. Vous allez avoir des structures désaccordées dans lesquelles je vais avoir un grand nombre de matériaux. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, je vais prendre directement des chalcogénures. Vous voyez qu'ici, je prends des chalcogénures. L'un avec la structure lamellaire, un chalcogénure de type TX2, un autre avec MX, structure Roxol. Nous voilà finalement une combinaison 1-1, et vous voyez directement cet arrangement. D'où, si je peux m'amuser maintenant avec la construction de différents feuillets, eh bien je vais pouvoir, dans ce cas, imaginer d'autres phases qui seront les structures 1-2, structure 1-3, voire les structures 2-1, structure 3-1, dans lequel, vous voyez, dans ce cas, je change ici que le nombre, finalement, de composés lamellaires ou de plans entre mes structures Roxol. Eh bien, finalement, c'est ça qu'on va essayer de faire à partir des couches minces. Alors, un exemple concret, eh bien, je vais prendre ces chalcogénures. Parmi ces chalcogénures, eh bien, on va voir s'ils se forment ou pas. Pour le moment, il y a un seul composé qui peut se former aux températures, c'est ce composé ici. Vous prenez par exemple MX étant le séléniure de plomb et TX2 étant NbSi2. On va essayer de voir si on peut généraliser cela. Et vous avez ici les composés dont je vais considérer. Voilà les composés, les chalcogénures lamellaires, TX2, TiSc2, NbS2. Et je vais prendre ici ces différents composés avec le plomb ou alors même avec le terre rare comme le ropion. Donc finalement, vous voyez, j'ai une structure lamellaire, une structure Roxol. Et la question, c'est maintenant, est-ce qu'on peut directement démonter ces structures plan par plan et finalement les rempiler comme vous le souhaitez? D'où par conséquent, bien, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut finalement faire ce genre de structure. Et si on fait ça, bien, qu'est-ce que vous apercevez? C'est que les paramètres de maille ne sont pas commensurables. Vous voyez qu'en ce cas, A2 et A1, les deux structures sont différentes, ce qui va directement conduire à une différence de densité des plans indiqués ici, qui vont être définis par un coefficient qu'on appelle 1 plus delta, dans laquelle la formule est donnée ici, où ça va être finalement le nombre d'unités moléculaires ou de mailles sur la surface, et vice-versa. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut faire ces différents composés. Alors, ayant cela, finalement, tout ça, c'est encore de la théorie, comment mettre cela en pratique? Et pour mettre cela en pratique, eh bien, il faut des bâtis, je dirais, de déposition physique, de dépôt physique. Vous avez là un appareil MBE, dont je reviendrai par la suite, c'est-à-dire un appareil à jet moléculaire, et on va tout simplement, dans ce cas, essayer de construire ces structures couche par couche. Et vous voyez qu'on peut obtenir, effectivement, ces composés désaccordés avec, vous avez ici, des couches Roxol et des couches directement lamellaires. Et ça, on peut directement faire toute une série de composés, comme indiqué ici. On peut généraliser cela, et vous avez ici, je dirais, l'état de l'art que l'on peut faire avec ces genres de composés. Vous avez ici une phase au plomb dopée à l'étain, avec du séléniure titane. Vous voyez ici, finalement, une image de microscopie en thème qui vous montre les différentes rangées atomiques, avec les compositions indiquées ici, que l'on peut suivre en fonction de la taille et de la distance. Et vous voyez qu'en ce cas, on a une très bonne répartition des différents éléments. Vous avez une autre photo de notre système indiquée ici. Vous avez les rayons X qui vous montrent finalement ces différentes phases. Et là, vous voyez, c'est très, très intéressant. Vous avez une phase 3-3. Vous voyez 3 fois la maille Roxol, 3 fois la maille TS2. Et vous pouvez même avoir des isomères dans lesquels, vous voyez, vous avez 1-1, 2-2, et ainsi de suite. Vous voyez finalement que, grâce à ces méthodes, je dirais, de dépôt basse température, et surtout relativement minces, on peut, dans ce cas, eh bien, obtenir ces différentes types d'isomères ou ces structures désaccordées. Alors cela présente, je dirais, une opportunité énorme, car si vous regardez le tableau périodique, les éléments qui sont susceptibles de former ces structures lamellaires, vous avez ici ces métaux de transition, vous avez les zirconium ici, vous avez ici tous ces différents, les chalcogénures, les différents métaux, avec également certaines terres rares. Ce qui fait que vous avez ici tous les systèmes qui ont déjà été étudiés et qui ont déjà été rapportés dans la littérature. Ça veut dire que grâce à ces techniques de préparation de ces couches minces, je dirais, et ensuite, vous avez quand même besoin d'un recuit à 150 ou 200 degrés, vous pouvez obtenir tous ces genres d'isomères et ainsi de suite. Alors, des photos de tout cela, bien, on peut en avoir, si vous suivez la littérature,
c'est notamment les travaux de Dave Johnson, qui est à l'Université Oregon, dans laquelle il a construit pas mal de ces composés désaccordés, parmi les chalcogénures et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors la question que vous pouvez vous demander, à quoi cela sert? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des propriétés qui sont relativement intéressantes, notamment dans le domaine des thermoélectriques. En effet, si je reviens un peu sur les thermoélectriques, puisque cette chaire est reliée à l'énergie, la thermoélectrique, eh bien, on peut directement transformer une certaine température en certains courants, et tout ça est gouverné par le coefficient de Seebeck indiqué ici. Et vous avez la figure de mérite, qui est ce fameux terme ZT, qui doit être plus grand que possible. Vous allez voir aujourd'hui à quelle valeur est-il. Et la difficulté avec ces matériaux, c'est que vous avez directement un comportement ambivalent du fait que vous avez une conductivité électrique et une conductivité thermique. Et pour augmenter votre ZT, il faut que vous allez en direction opposée, ce qui n'est pas, je dirais, conforme avec les propriétés de ces matériaux. Bien, si je regarde l'état de l'art, eh bien, voilà directement les thermoélectriques que vous utilisez ou qui sont utilisés dans les transistors sont tous basés sur des tellurures de bismuth, comme indiqué ici. Maintenant, si vous prenez ces composés, ces misfits que j'ai mentionnés, avec le bismuth, avec l'antimoine, ou avec l'étain, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, cette facteur de mérite a été multiplié par un facteur 2, voire 3. Et cela, pourquoi? Parce que dans ce cas, eh bien, on a des matériaux à interface multiples, ce qui fait qu'on va avoir le blocage des phonons qui va affecter, dans ce cas, les conductions thermiques des matériaux, en même temps des effets quantiques pour améliorer la conduction des électrons. Donc voilà, si vous voulez, une application de ces genres de travaux. Alors, ayant cela, eh bien, on peut étendre, bien sûr, à beaucoup de domaines, et on peut voir les possibilités qu'il y a. Si vous prenez une matrice, comme indiqué ici, si vous prenez un binaire, vous amusez à calculer directement le n et m, eh bien, vous voyez que vous prenez dans ce cas avec simplement m et n inférieur à 10, vous pouvez théoriquement avoir plus de 20 000 matériaux, 20 000 éléments. Ça veut dire qu'il y a quand même, je dirais, un domaine à explorer qui est relativement important vis-à-vis de ces matériaux. Bon, je vous ai montré ici les propriétés vis-à-vis des propriétés thermoélectriques, mais aujourd'hui, il y a des travaux, je dirais, énormes au niveau des chalcogénures, MOS2, pour également des propriétés dans le photovoltaïque, et ainsi de suite. Alors bien sûr, vous allez me dire, les chalcogénures, c'est quand il n'y a pas ce qu'on est le plus intéressé à travailler. Alors maintenant, on va voir finalement que les chalcogénures, ce qu'on aime davantage, bien sûr, c'est les oxydes. Et on va voir ce que l'on peut faire avec les oxydes. Alors dans les oxydes, eh bien là aussi, si on regarde les oxydes, il y a des choses intéressantes. Car si vous prenez le tableau périodique, comme indiqué ici, eh bien les oxydes, tout le monde sait qu'ils ont une structure cristallographique relativement riche, avec des structures aussi bien déterminées, et une structure, je dirais, dont les oxydes sont particulièrement aiment prendre, est la structure perovskite. Alors cette structure perovskite est indiquée ici. Vous avez la formule ABX3, dans laquelle le cation B va à l'intérieur des sites octaédriques, et le cation A va dans l'espace cubo-octaèdre, qui est laissé directement par ces octaèdres ici en vert. Et la plupart des oxydes adoptent cette structure perovskite avec des substitutions tant au site A, tant qu'au site B. Et vous voyez qu'ici, on peut directement, comme indiqué ici, vous avez les couleurs correspondantes, interchanger différents sites ou faire des substitutions à l'intérieur de ces sites. Alors pourquoi ces structures oxydes sont intéressantes? C'est parce qu'elles conduisent à des propriétés, à une richesse de propriétés physiques, je dirais, variées et importantes. En effet, on verra, on a les supraconducteurs qui sont à la base de structures perovskites, on a des propriétés pyroélectriques, des propriétés ferroélectriques, dont on reviendra, propriétés de semi-conducteurs, du ferromagnétisme, de la magnétorésistance colossale, et même, tout récemment, de la multiférocité dans ces composés, avec notamment les phases bismuth et FeO3, dont je mentionnerai une des propriétés. Et tout ça est réglé, je dirais, pour le chimiste, par la règle Goldsmith, qui est indiquée ici, où il y a un facteur de tolérance pour savoir le type de cation ou le type de cation qui vont aller en site A ou en site B. Et vous pouvez dans ce cas, à partir de cette taille des cations, savoir si cette structure perovskite aura, je dirais, une maille cubique, hexagonale ou tétragonale. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce que l'on peut appliquer la même philosophie
qu'on a vu pour les chalcogénures aux oxydes. Alors effectivement, on peut également avoir de ces fameux composés misfits ou ces composés désaccordés. Et là, je vous présente une structure désaccordée dans laquelle vous avez le fameux composé lamellaire. Rappelez-vous, moi j'ai pris TiS2 ou NBIS2. Maintenant, je vais prendre un oxyde lamellaire, COO2, dans lequel je vais introduire des couches rock salt qui sont directement des couches bismuth ou des couches d'oxyde de calcium, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais pouvoir avoir une structure désaccordée, car vous voyez, le paramètre de maille B1 change selon qu'on est dans les structures rock salt avec celui directement de la couche CO2. Donc voilà, si vous voulez, ces différentes types de structures. Mais vous allez voir que dans les cas des oxydes, eh bien, par nature, il y a des composés qui sont nettement plus intéressants. Car les oxydes, par eux-mêmes, vont créer ces genres de structures. Et pour illustrer cela, je vais prendre des phases qui sont très connues des experts, des céramistes, qu'on appelle les phases de type Rudelsden-Popper. Ce sont des phases de formule générale SR, RuO3, avec N plus 1, N3 plus 1. Et vous voyez que ces phases, dont je décris les structures ici, eh bien, elles peuvent se décrire avec, finalement, des couches perovskites qui sont entourées par des couches rock salt que j'ai représentées ici par cette double ligne en vert. Et on s'aperçoit eh bien, que ces matériaux aiment construire ces réseaux, si je peux dire, internes, avec un empilement de une couche perovskite, deux couches perovskites, trois couches perovskites, ainsi. Ce qui fait qu'on a tous les composés n égale 1, n égale 5, voire n égale l'infini, où cet infini est la structure perovskite SR RuO3. Et vous voyez qu'en ce cas, lorsqu'on fait cela, on peut passer de comportements supraconducteurs à des comportements ferromagnétiques comme indiqué ici. Alors ça, c'est intéressant pour les physiciens, puisque là, on peut finalement avoir accès à la physique et savoir comment les propriétés vont changer en fonction de n. Mais la question, est-ce que l'on peut préparer ces matériaux? Et le chimiste du solide, eh bien, va avoir des difficultés. Il va certainement préparer la phase n égale 1, et au fur et à mesure qu'on va avec des n importants, l'énergie entre ces différents n va être relativement faible, et il sera difficile de stabiliser thermodynamiquement ces phases. D'où c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, on va avoir recours aux méthodes, je dirais, de croissance par couche mince pour stabiliser ces matériaux. Et je vais vous faire une illustration. Voilà par exemple le composé n égale 3, composé qu'on ne pouvait pas directement obtenir par synthèse à l'état solide. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, par un dépôt successif de couches de MnO2, de SRO et de LaSRO, cela fait par l'ablation laser, on reviendra dessus par la suite, eh bien, les scientifiques, notamment Matt Rosenski, a pu obtenir directement cette phase n égale 3. On peut s'amuser à l'extrême. Vous avez ici une autre phase qui est nettement plus compliquée, également obtenue une fois de plus par ablation laser, par dépôt successif de la structure Roxol CaO et la structure perovskite en bleu et en vert. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut directement obtenir ces empilements avec 6 blocs de structure perovskite. Tout ça est extrêmement difficile, voire impossible à faire à l'état solide par les méthodes céramiques classiques. Et ici, vous avez un diagramme Reed qu'on va voir par la suite, qui vous montre finalement la qualité de ces cristaux qui sont faits, ou de ces dépôts. Vous avez directement les oscillations qui correspondent à une couche atomique. Et on peut aller ainsi de suite. Vous avez un autre exemple, je pense, pour terminer, qui va bien illustrer ce que je raconte. Vous voyez dans ce cas, toujours pareil, ces structures Rudelsman-Popper, ou avec les formules indiquées ici, où là, bien, vous voyez directement très bien la structure Roxol, qui est en blanc. Vous voyez directement séparée par 2, par 3, par 4 et par 5 structures perovskites. Et vous voyez les diagrammes de diffraction X correspondants, et vous voyez finalement cette intercroissance par le shift de la raie 0,02 au fur et à mesure que vous allez augmenter le nombre d'intercroissances perovskites entre les plans Roxol. D'où voilà, si vous voulez, un exemple que l'on peut faire dans ces différents. Alors, un autre aspect qui est également propice à ces genres de structures, c'est que maintenant, on a les phases de type Horribilus, où, dans ce cas, on a des Roxol, des structures Roxol, qui sont les couches bismuth 2O2, qui, dans ce cas, bien, vont prendre en sandwich des structures perovskites. Et là aussi, la même histoire qu'auparavant, on peut avoir toute cette série de phases. Okay. Là, eh bien, vous avez affaire devant vous à des matériaux qui sont très importants, puisque les phases n égale 2 et n égale 6
c'est certainement les matériaux les plus utilisés aujourd'hui au niveau ferroélectrique. C'est-à-dire pour les RAM, pour les mémoires d'information et tout ça, c'est aujourd'hui ces types de matériaux qu'on utilise. Je crois que le marché est de 70 milliards d'euros sur ces deux matériaux. Et là, aussi, vous pouvez voir qu'on peut passer d'une structure n égale 1 à une structure infinie qui a un comportement différent, puisqu'en ce cas, on a un composé ferromagnétique. Et on peut continuer ainsi et voir d'autres composés. Et les prochains que je vais regarder, c'est les fameux supraconducteurs à haute température critique, qui ont été découverts dans les années 85-86. Vous avez là les phases bismuth, strontium, calcium, cuivre, oxygène. Et là aussi, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez de nouveau les structures Roxol, bismuth, O2, avec une perovskite, deux perovskites, ainsi de suite. Et ça, c'est les phases N égale 1, N égale 2, et excusez-moi ici, c'est N égale 3, qui ont, selon les températures de superconductivité, varient de 10 degrés K à 110 degrés K. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau de cette croissance. Il y a encore, je dirais, des aspects intéressants, c'est-à-dire on peut également regarder ce qui se passe aux interfaces et modifier les interfaces lorsqu'on va faire cette croissance en couche mince, et profiter finalement des hétérostructures et de ce qui se passe aux interfaces. Et là, une fois de plus, pour relier cela au domaine de l'énergie et au domaine de la conduction ionique, eh bien, ce que je vous montre ici, ce n'est rien d'autre que la phase SRTO3 qui est épitaxiée sur la zircone, ZRO2, IR2O. Et lorsque vous faites ça, vous avez la structure fluorine, avec la structure perovskite, et vous voyez que dans ce cas, vous allez créer une interface. Et cette interface, vous allez pouvoir contrôler le nombre de défauts que vous avez, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je vais pouvoir, en jouant sur cette interface, finalement, ajuster les concentrations d'oxygène à cette interface, et ainsi de suite. Résultat final, si vous prenez directement le matériau à l'état massif, vous avez la courbe en noir de conductivité, où je trace le log de sigma en fonction de 1000 sur T. Si maintenant, je regarde la conductivité ionique de ce matériau due au transport d'oxygène aux interfaces, bien vous apercevez qu'en ce cas, j'ai une amélioration gigantesque, où je suis à 0,01 Siemens par centimètre moins 1. D'où, là aussi, on peut jouer aux interfaces, à la qualité des interfaces, aux défauts des interfaces, pour favoriser la conduction anionique, c'est-à-dire transport d'oxygène dans ces matériaux. Et dans le même style, eh bien, des travaux, une fois de plus, qui ont été faits sur des hétérostructures par ablation laser. Eh bien, je vais prendre ici un autre exemple d'un matériau utilisé pour les piles à combustible, je dirais cette fois les oxydes, ou dans ce cas, eh bien, on peut préparer cette phase qui était connue, voilà, et par une intercroissance de ces deux composés indiqués ici. Vous pouvez faire cette structure, comme indiqué ici, par dépôt de couche mince, par ablation laser. Vous obtenez ces hétérostructures, comme indiqué ici. Et là aussi, vous regardez l'apport de ce passage à l'échelle, je dirais, de couche mince, avec, si je peux dire, un meilleur contrôle des densités au joint de graines, des hétérostructures. Vous voyez qu'en ce cas, vous avez un facteur 3 avec ce que l'on peut obtenir, je dirais, sur des matériaux massifs. Donc voilà, si vous voulez, un peu décrit ce que l'on peut faire sur tout ce qui est les couches minces et comment on peut ajuster différents matériaux pour modifier les propriétés. Alors maintenant, bien, je vais passer un peu à la réalité et quelle est finalement, je dirais, la science des matériaux dans l'élaboration de ces couches minces et voir les facteurs qui vont être importants de façon à déterminer les protocoles expérimentaux et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais m'intéresser, si vous voulez, dans le cas de ces couches minces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait une couche mince, bien, vous allez avoir un substrat, et puis vous allez voir une source de particules. Source qui peut être une source gazeuse, peu importe. Et ces particules bien, vont venir directement se déposer sur ce substrat. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez beaucoup de termes ici. Il y en a qui vont s'associer, il y en a qui vont diffuser, il y en a qui vont directement vouloir s'empiler pour faire des clusters, il y en a qui vont se réévaporer, et ainsi de suite. D'où, bien sûr, comment contrôler tout ça? Bien, pour contrôler tout ça, bien, on va revenir à certaines notions qu'on a vues lors du premier cours. Rappelez-vous, lors du premier cours, je vous ai parlé directement de la condensation de brouillard en gouttelettes d'eau. Et je vous avais parlé d'énergie de surface. Eh bien, tout ça va être contrôlé par l'énergie de surface. Mais, le premier cours, j'avais qu'une énergie de surface, et maintenant, je vais en avoir plusieurs. Et dans ce cas, eh bien, vous allez voir que je vais avoir l'énergie de surface, rappelez-vous, qui est reliée à la tension de surface que je vais appeler gamma S. Et je vais avoir cette gamma S
qui va être la tension ou l'énergie de surface du film, ou du substrat, excusez-moi, gamma F qui va être l'énergie de surface du film, et gamma SF qui va être finalement l'énergie de l'interface entre le substrat et le film. Eh bien, c'est ça qui va contrôler plus ou moins la qualité des films que vous allez pouvoir obtenir. Contrôler cette qualité, pourquoi? Bien, en effet, selon cette valeur d'énergie de surface, ou cette tension de surface, si je prends la tension de surface du substrat, comme indiqué ici, qui est supérieure à celle directement du film ou de l'interface, bien, ça veut dire qu'en ce cas, les atomes vont directement s'attacher à la surface et on aura théoriquement des couches lisses atomes. Et ça, c'est un modèle qui est connu sous le modèle de Frank Vandermeer, MFM. Maintenant, vous allez avoir une situation différente où, s'il y a une compétition entre ces énergies de surface, bien dans ce cas, vous pouvez voir ici, vous avez l'interaction entre atomes, mais dans ce cas, ces atomes vont interagir plus fortement entre eux et vous allez former ce que j'appellerais des îlots, ainsi de suite. Et ça, c'est le mode Wolmer-Weber, lorsque vous allez construire. Et finalement, vous allez avoir une situation qui va être une situation intermédiaire, qui est connue sous le modèle ou sur le mode Stransky-Krastanov, où dans ce cas, eh bien, vous allez dans un premier temps avoir ces interactions avec le substrat, vous allez former ces couches lisses, et ensuite, dès que vous allez vous écarter du substrat, vous allez perdre le contrôle de ce substrat, et vous allez commencer à croître en 3 dimensions. D'où voilà, si vous voulez, les différents types d'interactions que vous avez à considérer lorsque vous allez créer ces couches minces. Alors bien sûr, tout ça c'est l'interaction, mais ce qui est important, c'est que le substrat va avoir un rôle essentiel. En effet, si je regarde le substrat, eh bien, sa texturation, son orientation vont jouer un rôle clé. Et je vais m'expliquer dans cela. En effet, si je prends maintenant le cas d'un substrat, si je peux dire, orienté statistiquement, eh bien, vous allez former le matériau polycristallin, comme indiqué ici. Rien de spécial. Maintenant, si je prends des substrats différents, c'est-à-dire des substrats orientés, eh bien là, je vais avoir directement un point très important. C'est-à-dire qu'il va falloir considérer maintenant l'accord ou le désaccord entre le paramètre de maille du substrat et du film. C'est-à-dire qu'on va déterminer un terme delta sur AS, qui va être directement AS, le paramètre du substrat, moins celui du film sur substrat. Et ce paramètre, ce désaccord, va contrôler le type de croissance que je vais avoir. Et en effet, vous avez ici deux cas. Si je me place directement à la droite, vous avez qu'en ce cas, je vais avoir une croissance épitaxiée, c'est-à-dire qu'en ce cas, bien, l'axe C de mon film va être en accord avec celui du substrat. Et de plus, vous voyez qu'en ce cas, les paramètres du plan A et B sont parallèles à ceux du substrat. On dit à ce cas qu'on a une croissance épitaxiée. Par contre, si maintenant je me place dans le cas indiqué ici, vous voyez que, comme indiqué ici, dans ce cas, eh bien, les atomes du film ne vont pas directement suivre les lignes atomiques du substrat. Okay? Ce qui fait que vous avez des grains qui vont être tout simplement désorientés dans le plan AB. Mais cependant, vous avez toujours l'axe de croissance C. Et ici, on va parler directement de texture. Okay? Alors ça va être important lors de la croissance. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que tout ça va dépendre aussi de cette qualité d'interface. Maintenant, si je suis dans une situation de film épitaxié, vous avez dans ce cas une interface cohérente. De nouveau, c'est ce désaccord qui va être important, relativement faible. Vous avez dans ce cas cohérente, vous avez un ajustement des atomes. Vous avez une interface semi-cohérente, vous avez delta A de 10-2. Et enfin, là où il y a une interface mais vraiment incohérente, c'est-à-dire largement, une grosse quantité, excusez-moi, de désaccords, eh bien, vous allez créer des défauts. Et ça, eh bien, vous allez voir, ces contraintes aux interfaces, eh bien, ça va être des opportunités pour stabiliser de nouveaux polymorphes et de nouvelles structures. Car on va pouvoir jouer avec ces différentes contraintes. Alors, ces contraintes, elles viennent d'où? Eh bien, je peux dire que la contrainte totale va être la somme de trois termes, qui vont être directement la contrainte thermique, qui va finalement provenir de l'interaction entre le substrat et le film. Également d'une contrainte interfaciale, qui va dépendre de la structure de l'ordre atomique. Également d'une contrainte intrinsèque, qui va dépendre un peu des conditions de dépôt, ainsi que de la spécificité du matériau. Okay. Et tout ça va contrôler la façon dont la croissance va se faire. Et dans ce cas, vous pouvez voir finalement que vous allez avoir des films qui vont être sous compression, comme indiqué ici, ou alors sous étirement ou sous tension. Okay. Et durs aux compétitions avec les contraintes intrinsèques ou les contraintes interfaciales
liées à l'accrochage des atomes et ainsi de suite. Et cela va vous permettre tout simplement d'ajuster finalement le diamètre de maille du matériau ou du film que vous allez déposer. C'est ce qui fait que sur le diagramme de diffraction X, vous pourrez avoir des pics relativement larges qui vont translater, si je peux dire, la quantité de contraintes que vous avez aux interfaces. D'où voilà, si vous voulez, quelques bases. Alors bien sûr, vous avez compris les règles du jeu, c'est-à-dire que maintenant, si je veux faire croître des films, il va falloir que je trouve un paramètre de maille qui soit ajusté, c'est-à-dire mon substrat soit ajusté au film que je veux faire croître. Mais effectivement, lorsque je travaille dans le cas des perovskites, bien, j'ai une chance inouïe, puisque vous voyez ici tous les matériaux, les perovskites, qui sont intéressants d'un point de vue application, et en dessous, vous voyez directement que l'on a toujours des substrats dans lesquels on pourra avoir le paramètre de maille égal à celui de la phase que je voudrais faire croître. Okay. Par contre, vous avez des cas un peu différents où vous voyez ces matériaux, ils se trouvent directement en dehors des paramètres de maille classiques des substrats. Eh bien, vous allez voir, on va utiliser ces trois substrats pour vous montrer finalement ce qu'on peut faire en jouant sur ce désaccord de paramètres de maille. Okay. Et bien sûr, un autre point ici, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire de la microélectronique, on veut bien des oxydes, mais on veut les faire pousser sur des siliciums. Et là aussi, il va falloir prendre en considération le fait qu'il peut y avoir des réactions. Si vous prenez par exemple le titanate de plomb, va réagir avec le silice pour vous donner ses composés. Donc là aussi, il va falloir des couches tampons. Et également, lorsqu'on va les faire croître sur du silicium, il va falloir bien prendre en considération que la dilatation thermique du silicium et de l'oxyde est différente. Donc tout ça, il va falloir prendre en considération. Alors maintenant, je reviens sur un point ici. Vous voyez que ces trois substrats ont quand même des paramètres de maille relativement différents. Et c'est là que je vais faire pousser la phase multiféroïque bismuth FeO3. Vous voyez ici cette phase sur différentes sortes de substrats dans lesquels j'ai mis ici un pourcentage qu'elle va être directement le delta A ou le désaccord. Et vous voyez que si je suis sur ces phases LAO, SLAO ou YAO, qui étaient complètement à gauche de la distance que j'ai montée par ailleurs, eh bien, vous avez un large désaccord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en ce cas, vous voyez, je pars cette phase, elle a une structure rhomboédrique, et dès que je vais créer, dans ce cas, un désaccord relativement important, eh bien, je vais obtenir une structure, une phase tétragonale. Donc ça vous montre finalement comment, en jouant avec cette compression ou tension des substrats, je vais pouvoir changer la nature de mon polymorphe et obtenir un nouveau polymorphe comme indiqué ici. Et ça, eh bien, c'est ce que les physiciens s'amusent à faire, c'est-à-dire à changer continuellement, modifier les propriétés des matériaux par cet accord ou ce désaccord. Vous avez un exemple ici qui est récent. Voilà directement un film relaxé dans lequel, dans ce cas, le substrat et le film ne veulent rien comprendre, ils ne veulent pas s'ajuster. Par contre, si maintenant le substrat et le film, il y a une force d'accrochage qui est importante, vous voyez qu'ici, si je vais compresser dans une distance, je vais automatiquement monter dans la troisième direction. Et vous avez dans ce cas les conversions cubiques et tétragonales. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez les composés ferroélectriques, comme BaTiO3 par exemple, et bien dans ce cas, vous voyez que je peux passer de la phase cubique, qui est la phase paraélectrique, à une phase tétragonale ou quadratique, lorsque je vais directement dans l'état ferroélectrique. Et tout ça, eh bien, a une importance considérable, bien sûr, pour, de nouveau, les mémoires ferroélectriques, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors là, je vous ai mentionné juste sur l'hétérostructure, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Et là, on peut même créer des super réseaux. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai directement mon substrat, je fais croître en perovskite BaTiO3, et je peux m'amuser maintenant à faire des super réseaux, à alterner ces différentes phases. Et maintenant, je peux finalement contrôler soit la compressibilité, soit l'extensibilité sur ces différentes couches. Et je peux obtenir ces magnifiques structures d'une qualité qui est indiquée par les rayons X ici. Et vous voyez que là aussi, eh bien, en jouant sur le nombre de couches BaTiO3 ainsi que le nombre de couches SrTiO3, eh bien, je peux moduler directement les propriétés de transition paraélectrique, ferroélectrique. Donc là aussi, ça montre, je dirais, une possibilité énorme. Donc voilà, si vous voulez donner un peu les notions. Et maintenant, bien, je vais passer au troisième aspect de ces couches minces. C'est finalement comment on fait ça et quelles sont les méthodes de déposition. Alors les méthodes de déposition, eh bien, vous allez voir, elles sont nombreuses, mais on peut arriver à les classer selon une certaine logique. En effet, vous allez avoir des dépôts en phase vapeur. Je dirais que tous les dépôts sont des dépôts en phase vapeur.
dans lequel vous allez avoir dans ce cas la méthode CVD, dont je vais mentionner par avant, et la méthode PVD, avec ici Atomic Layer Deposition, on va venir, et ainsi de suite. Mais maintenant, la différence essentielle, de nouveau, le tout est un dépôt en phase de vapeur. Par contre, la différence entre tout ça va être finalement l'origine des précurseurs. Dans un cas, dans le cas des méthodes CVD, les précurseurs seront des systèmes gazeux. Et dans ce cas, on va craquer du gaz, créer finalement un plasma ou ainsi de suite, et avoir un dépôt du film. Et par contre, dans notre cas, dans les PVD, et bien dans ce cas, on va avoir un matériau, c'est-à-dire une cible, et on va tout simplement aller éjecter les atomes de cette cible. On va voir comment on fera de la vaporisation physique et pour obtenir dépôt du film. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'on va faire. Alors, je vais commencer par vous montrer les dépôts CVD pour passer ensuite aux dépôts PVD. Alors, les dépôts CVD, eh bien, sont des dépôts, c'est très important, dans lesquels il va y avoir une réaction chimique impliquée. Par contre, dans un dépôt PVD, c'est-à-dire physique en phase de vapeur, il n'y aura aucune réaction chimique. Okay. D'où, si je regarde les dépôts CVD, eh bien, effectivement, voilà un schématique, un dépôt CVD, un tube de quartz dans lequel vous avez une nacelle sur laquelle vous avez mis le film à déposer. Eh bien, dans ce cas, vous allez utiliser un gaz ou un mélange de gaz qui contiennent les constituants dont vous voulez directement fabriquer le film, que vous allez aller simplement déposer sur ce substrat chaud. Et vous voyez qu'en ce cas, je vais tout simplement avoir un flux de gaz, ainsi de suite. Alors, ces méthodes, et bien sûr, elles vont dépendre essentiellement de la nature des précurseurs, okay, comme on voit ici, et ainsi de la façon dont on va directement chauffer ce substrat. D'où la première différence, et certainement le système qui est le plus utilisé, je dirais, de nos jours, est ce qu'on appelle, dans ce cas, le MOCVD, c'est-à-dire le dépôt en chimie, je dirais, par déposition en phase de vapeur, mais d'un composé organométallique. Et dans ce cas, vous voyez, je prends le triméthylgallium, GaCH3, avec de l'arsine, pour obtenir un méthane, et ce fameux arsenure de gallium, qui est un des composés, au-delà du silicium, le plus utilisé dans les semi-conducteurs. Vous voyez, le système est relativement simple. Voilà, je dirais, un produit industrialisé, un système pour l'industrie, où, dans ce cas, eh bien, on a un système de vente qui est automatiquement contrôlé et réglé par ordinateur. Mais, vous voyez, la difficulté de cela, on y reviendra par la suite, c'est que dans ce cas, eh bien, on travaille avec quand même des gaz qui ont une haute toxicité. Et ça, c'est quand même un point important. Alors ensuite, eh bien, on peut utiliser ça dans les cellules solaires, dans les lasers, ou dans les diodes d'électroluminescence, et je dirais, c'est une technique MOCVD qui est celle en phase, en phase de vapeur, c'est certainement une des plus utilisées. Alors ensuite, une autre technique qui est utilisée, dont toujours en phase de vapeur, mais avec une différence légère, qui est le dépôt couche par couche, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais ALD, Atomic Layer Deposition. Et là, vous voyez que le système est plus ou moins identique. Okay. Vous avez directement un tube en quartz, ainsi de suite. La seule différence, c'est que maintenant, vous allez introduire deux gaz, mais pas mélangés. Vous allez introduire un gaz l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'en ce cas, le dépôt, il va y avoir 4 étapes, qui sont bien sûr 4 étapes dans le cas où vous avez deux gaz, et plus d'étapes s'il y a davantage de gaz. Pourquoi? Parce que dans un premier cas, on va envoyer un précurseur, phase en bleu, qui va être chauffé. Il va directement s'absorber sur le substrat. Ensuite, on va directement purger le système, c'est-à-dire que les particules non absorbées vont directement partir. Et on va y mener le second précurseur, ici en rouge, pour directement réagir avec le précurseur précédent. Et enfin, une dernière purge pour éliminer tous les dépôts et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce procédé. Alors comment il se met? Il se met en route, comme indiqué ici. Voilà un exemple dans lequel on fait tout simplement une déposition de HFO2, dioxyde d'hafnium, où dans un premier temps, on fait passer du tétrachlorure d'hafnium. Ensuite, on va purger avec bien sûr un gaz inerte, bien sûr. Ensuite, on va amener le second précurseur, qui dans ce cas, tout simplement être de la vapeur d'eau, qui va réagir avec le substrat, pour vous donner le produit HFO2. Et voilà directement ce que vous pouvez obtenir en ayant construit ce film de HFO2 avec 77 ou 78 cycles, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors, cette technique, eh bien, elle a quand même des avantages, je dirais, énormes. Et avantages, on n'a pas besoin, vous allez voir par la suite, de faire des vides complètement, je dirais, fous de dispersion 13. On peut avoir des coûts modérés,
Mais surtout, le meilleur avantage, c'est celui-là. C'est-à-dire, par ces techniques en CVD, vous pouvez faire du dépôt confocal. C'est-à-dire, vous avez des membranes poreuses, vous allez pouvoir aller déposer des films, alors qu'on ne pourra pas par la suite. Inconvénient, vous l'avez déjà vu, c'est qu'on va utiliser des substances, je dirais, très toxiques, et pour développer un tel système, eh bien, les règles de sécurité, je dirais, sont, drastiques. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire par CVD. Maintenant, si je vais à la technique PVD, avant de vous montrer, de nouveau, je voulais mentionner les applications dans la microélectronique, ainsi de suite. Donc maintenant, eh bien, on va passer directement dans le cas des applications, je dirais, PVD. Alors, celle qui est la plus connue ou la plus utilisée, je dirais, au niveau industriel, est bien sûr les jets moléculaires, encore appelés moléculaires beam épitaxie. Alors, vous avez déjà compris, lorsque j'ai mentionné les méthodes CVD et les méthodes PVD, je vous ai mentionné les tubes en quartz, et maintenant, vous voyez tout le système ici. Je dirais, c'est vraiment des usines dans lesquelles vous avez la chambre et tous les accessoires pour contrôler, je dirais, l'état ou l'avancement de la croissance de ces films. Vous avez là-dessus des appareils, je dirais, des micro-quartz pour contrôler les films. Vous avez des ellipsomètres. Vous avez des microscopes à effet tunnel. Vous avez directement du RIN pour faire l'incidence rasante et ainsi de suite. Et ça, bien sûr, on fait des dépôts avec précision et tout ça est utilisé fortement dans la microélectronique et ainsi de suite. Alors, quel est le principe du jet moléculaire ou de la MBE? Alors, ce principe, on peut l'illustrer relativement simplement. On peut prendre directement, je dirais, cette casserole, et dans laquelle, si vous chauffez, eh bien vous apercevez qu'en ce cas, vous avez directement des bulles d'eau, des gaz, la vapeur d'eau, qui va directement s'évaporer pour aller se condenser sur le couvercle. Eh bien, la MBE, c'est exactement ça. Avec la différence essentielle, c'est que maintenant, on ne va pas utiliser, bien sûr, une plaque chauffante, mais on va tout simplement utiliser des creusets, c'est-à-dire des cellules d'évaporation. On utilise des cellules d'évaporation et on va pouvoir tout simplement aller condenser les particules gazeuses sur le substrat. Mais pour faire cela, eh bien, il y a quand même un point important. C'est-à-dire que si vous essayez de faire cela de l'atmosphère, vous n'allez rien contrôler. C'est-à-dire qu'il faut contrôler le libre parcours moyen de la particule. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici ce libre parcours moyen. Si vous êtes directement à pression ambiante, ce libre parcours moyen est de quelques nanomètres. Par contre, si vous allez dans des vides importants, à 10 puissance moins 6 ou 10 puissance moins 13, maintenant, vous avez le libre parcours moyen qui est de plusieurs millions de mètres. Ça veut dire que les électrons et les particules eh bien, vont directement se propager sur une trajectoire droite, sur une ligne. Okay? D'où, c'est vraiment l'importance de ces systèmes dans lesquels il faut directement un vide très poussé. Finalement, lorsqu'on regarde le jet moléculaire, certains le décrivent ainsi, ce n'est rien d'autre que la peinture par pulvérisation atomique. Vous avez dans ce cas les différentes cellules d'évaporation, et bien sûr, on va pouvoir mettre les différents éléments que vous voulez, avec dans ce cas des volets qui vont permettre d'utiliser un élément ou un autre et mettre directement les compositions que vous souhaitez. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'est le jet moléculaire ou la fabrication de couches minces par MBE. Alors bien sûr, ensuite, il va y avoir des ajustements qui vont demander de pouvoir directement ajuster la vitesse de dépôt en fonction de la diffusion de surface. Et là, ça va être important pour savoir si on a des îlots ou on sent directement des films lisses et ainsi de suite. Okay. Mais, vous voyez bien qu'en ce cas, eh bien, on va croître finalement ou déposer ces atomes, mais on est dans un système, comme vous l'avez vu, qui est totalement fermé, sous vide à 10 puissance moins 13. Et la question, c'est comment on va finalement savoir ce que l'on fait à l'intérieur de ces machines. Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous avez vu tous ces attachements avec différentes techniques de caractérisation analytique. Et parmi celles-ci, une qui est fortement utilisée est, comme indiqué ici, le contrôle de la croissance des couches par diffraction des électrons à incidence rasante. Le principe est indiqué ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez tout simplement un faisceau incident de rayonnement monocinétique de longueur d'onde, qui est à peu près la distance entre deux atomes, et comme vous êtes sous le vide, rappelez-vous, les particules ou les électrons vont se déplacer de façon linéaire, ce qui fait que vous allez pouvoir récolter le réseau diffracté avec un écran fluorescent comme indiqué ici. Maintenant, si votre couche, est cristalline, vous allez observer ces tiges. Ensuite, par rotation de l'échantillon,
bien, vous allez pouvoir obtenir plusieurs clichés, dont vous allez pouvoir remonter à la symétrie de la couche. Tout ça, ça peut vous dire directement le type d'arrangement que vous allez obtenir. Ensuite, si je veux savoir combien de couches je vais pouvoir mettre, eh bien, je vais utiliser cette diffraction des électrons à angle incident pour finalement me mettre sur une raie et mesurer finalement cette intensité diffractée. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, je vais obtenir des oscillations dont je vous ai mentionné auparavant. Et ces oscillations correspondent tout simplement au dépôt de couche par couche. Et vous voyez directement la croissance par monocouche. Tout ça, si vous voulez, c'est un aspect. Ensuite, si vous voulez connaître finalement quelle va être la topologie de votre surface, c'est-à-dire est-ce que vous avez directement des îlots, ainsi de suite. Eh bien, là, on va utiliser la microscopie à effet tunnel. C'est quoi la microscopie à effet tunnel? C'est qu'on va tout simplement utiliser une pointe métallique, comme indiqué ici, que l'on va tout simplement faire voyager, surfer, si je peux dire, à la surface de ces couches. Et dans ce cas, si mon composé est métallique, eh bien, comme vous pouvez voir ici, mon courant va changer de façon exponentielle, c'est-à-dire que plus la distance va diminuer, plus le courant va augmenter. Donc, ça veut dire que si vous avez une augmentation en courant, vous avez directement obtenu une terrasse, et ainsi de suite. Donc, par conséquent, on va pouvoir avoir une idée de cette topologie des couches que l'on peut croître dans l'appareillage. Et enfin, une troisième technique, eh bien, c'est l'hypsométrie, qui, elle, va vous donner des informations tout simplement sur l'épaisseur des couches. Et cette technique, finalement, est une technique optique qui est basée, finalement, sur l'état de polarisation de la lumière différente selon que vous allez réfléchir sur des surfaces de qualité différentes. Et ça aussi, eh bien, cette ellipsométrie va pouvoir vous donner l'importance et l'épaisseur des couches. D'où voilà, si vous voulez, cette fameuse technique de jet moléculaire et MBE, comme indiqué ici. Alors ensuite, il y a deux autres techniques que je voudrais mentionner, qui sont utilisées certainement encore plus au niveau recherche dans les laboratoires, et notamment par les chimistes du solide. L'une de celles-ci est ce que j'appellerais la technique par ablation laser. Alors vous avez ici un bâti d'ablation laser, qui est relativement plus simple, mais vous avez également tous les équipements entourés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, rappelez-vous, dans le cas de jet moléculaire, j'utilise tout simplement, finalement, une résistance chauffante, j'exagère, pour vaporiser mes atomes. Bien dans ce cas, je vais quand même y aller de façon plus énergétique, je vais utiliser un laser. Et vous allez voir, vous allez obtenir la plume. Voilà à peu près les échantillons que l'on peut faire. Et pour comment ça fonctionne. Bien, la technique de l'ablation laser fonctionne comme indiqué ici. Vous avez toujours pareil une chambre sous vide. Le vide est nettement moins, je dirais, contraignant que dans le cas du jet moléculaire, puisque dans ce cas, on peut opérer sous des atmosphères à pression partielle. Vous avez un laser de très forte puissance qui va maintenant venir toucher cette cible avec une énergie de quelques 10 puissance 6 watts pour injecter les atomes et créer ce plasma ou cette plume qui va directement aller se condenser sur le substrat ici. Okay. Et l'avantage de cela provient du fait tout simplement, comme indiqué ici, c'est que lorsque vous avez l'absorption laser, vous absorbez, vous avez la fusion de surface, vaporisation et formation de la plume. Et ça, vous l'avez directement en 30, comme marqué ici, 30 nanosecondes. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, vous n'avez pas le temps directement de faire la sélectivité. Vous allez directement fondre tout et transporter tous les atomes. Ça veut dire que ce qui est important, c'est-à-dire que si je prends une composition de cible, eh bien, par ablation laser, je vais pouvoir garder la même composition en couche mince. Et ça, c'est un avantage énorme. Et on peut faire ça pour les oxydes et pour toutes les sortes d'oxydes qu'on peut imaginer. Alors bien sûr, ensuite, le tout va se contrôler par l'ajustement des paramètres et protocoles de synthèse de ces couches. C'est-à-dire, il va y avoir, dans ce cas, la longueur d'onde du laser, qui va être importante, car directement, ça contrôle l'absorption et la température de fusion de la surface. Il va également avoir la fluence, qui va être la densité, et la fréquence à laquelle directement vous allez toucher la cible. Et tout cela eh bien, va contrôler le fait que vous obtenez directement des films très lisses, vous avez bien bossé, ou alors des films avec plein de gouttelettes, il faut que vous recommenciez. Tout ça parce que les paramètres ne sont pas ajustés. Donc voilà, si vous voulez, c'était une technique. Une autre technique, qui est, je dirais, dans le même tabac que celle de l'ablation laser, est la technique par pulvération cathodique, qu'on appelle aussi spattering. Alors là aussi, ça repose également, comme la technique de l'ablation laser, sur l'injection d'atomes par des particules de haute énergie. C'est-à-dire que maintenant, on va créer directement un plasma dans un milieu, je dirais, sous argon ou à pression partielle d'argon, en appliquant un champ électrique gigantesque, puisqu'on est en train de parler ici de 50 à 500 kV. Entre en ce cas votre cathode, qui est l'électrode positive, et
dans ce cas, l'anode, si je peux dire, qui va être le substrat. Et vous allez créer ce rayonnement plasma, c'est-à-dire que vous allez avoir directement des espèces irradiées qui vont tout simplement aller réagir et former, je dirais, des couches sur le substrat comme indiqué ici. D'où, automatiquement, dans ce cas, on va éjecter ces particules par des particules énergétiques qui vont être produites par un faisceau plasma et ainsi de suite. Alors cela, ça marche très bien lorsqu'on veut faire, je dirais, des oxydes métalliques, puisque si je fais un oxyde métallique, je peux appliquer un courant d'essai très important. Par contre, si j'ai un oxyde isolant, comme la plupart des ferroélectriques que j'ai mentionnés, les phases BaTiO3 et ainsi de suite, tout ça, c'est des ferroélectriques isolants, et bien dans ce cas, je suis obligé de changer de mon substrat, enfin, pas de mon substrat, excusez-moi, de la façon dont je vais créer ce plasma, et je vais utiliser la pulvérisation radiofréquence, avec la fréquence indiquée ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Et une des avancées, je dirais, des 10 dernières années ou 15 années récentes, a été l'utilisation d'un magnétron, comme indiqué ici. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser ce magnétron dont la configuration est une configuration cylindrique. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais créer des lignes de champ magnétique de façon radiale. Et ces lignes de champ magnétique vont interférer avec mon champ électrique pour créer ces domaines dans lesquels je vais augmenter la densité d'espèces ionisées. C'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter le rendement d'ionisation et donc le rendement de dépôt. Ce qui fait que je vais confiner mes électrons, augmenter la probabilité d'ionisation et avoir des taux de dépôt plus élevés. Donc vous avez ici le plasma, et vous avez ici par exemple des couches de nitrure d'aluminium que l'on peut obtenir. Donc voilà, si vous voulez, vous donner un peu une idée de ce que l'on peut faire avec ces différentes techniques PVD. Donc maintenant, si j'essaie de faire la même analyse, eh bien, l'avantage de cette technique par rapport à celle, je dirais, de CVD, c'est que finalement, dans ce cas, il n'y a aucune, je dirais, dégagement de matière nuisible. On n'est pas en train de travailler avec des gaz toxiques. La température de fusion, enfin de dépôt, excusez-moi, est inférieure à la plupart des aciers, ainsi de suite. On peut avoir, je dirais, des résultats reproductibles, bien sûr, et de haute qualité, c'est-à-dire des couches, je dirais, bien épitaxiées. Mais là aussi, je dirais, la difficulté provient du fait qu'on ne peut pas, une fois de plus, déposer sur des membranes sur des substrats. Et ça, je dirais, c'est une des différences essentielles entre ces deux techniques, PVD et procédé CVD. Vous voyez qu'ici, eh bien, on va tout simplement, je dirais, fermer ces canaux, alors qu'ici, on va pouvoir faire un dépôt parfait. Donc ça, c'est un avantage énorme, je dirais, de la technique CVD. Et également, un autre avantage, l'atomic layer deposition, comme indiqué ici, c'est-à-dire c'est la vitesse de déposition où on peut obtenir des couches, je dirais, plus épaisses et plus rapidement. D'où voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur ces techniques de couches minces. D'où finalement le message que je souhaiterais dont vous vous retenez. Eh bien, je dirais, il y a deux aspects. Il va y avoir l'aspect fondamental. Et sur l'aspect fondamental, eh bien, j'espère que vous avez vu le potentiel qu'il y a de ces matériaux pour faire ou pour comprendre, et ça c'est vraiment très important, ces mécanismes de diffusion, de nucléation et de croissance. Je dis que la chimie des solides fait des progrès énormes dans ce domaine. Je vais vous montrer également la richesse de cette hétérostructure pour stabiliser ces nouvelles phases. Et ça, on a de nouvelles phases, voire de nouvelles polymorphes. Et bien sûr, au niveau recherche, surtout pour les physiciens, la possibilité de faire des super réseaux, eh bien, c'est très important pour contrôler la propriété des matériaux et donner certainement d'autres fonctions. Et là, définitivement, il y a, je dirais, un océan d'opportunités. Au niveau de l'appliqué, eh bien, ces techniques sont utilisées, que ce soit les différentes que j'ai mentionnées ici, pour, je dirais, la plupart des couches minces. Et aujourd'hui, eh bien, définitivement, elles gouvernent la plupart des secteurs industriels, comme par exemple le photovoltaïque, où la plupart des dépôts sont faits directement par couches minces, et également tout ce qui est les vitrages, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu résumé à quoi servent ces couches minces et ce qu'on peut en faire. Et je terminerai là en vous remerciant pour votre attention.